Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans notre sujet du jour, pensez à liker la vidéo, la partager avec vos proches et à commenter. Pensez-vous que la Chine cherche réellement à dominer le monde? Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie globale puissante qui redéfinit l'équilibre international. L'initiative La Ceinture et la Route, que certains appellent la nouvelle route de la soie. Mais ce que peu savent, c'est que cette idée n'est pas née en Chine. Elle s'inspire d'un ancien projet américain datant de l'époque d'Abraham Lincoln, la construction du chemin de fer transcontinental. Pourquoi la Chine relancerait-elle aujourd'hui une telle vision? Et comment des routes commerciales terrestres pourraient-elles bouleverser la suprématie occidentale? Pour répondre, il faut comprendre la géopolitique, l'art d'utiliser la géographie pour influencer les décisions politiques et les rapports de force mondiaux. Depuis des siècles, les grandes puissances ne se battent pas uniquement pour des territoires, mais pour le contrôle de routes maritimes stratégiques. Ces couloirs étroits qui sont les artères du commerce et du pouvoir militaire. On parle ici de points clés comme le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, le canal de Panama, de petits passages géographiques, mais à la valeur stratégique colossale. Celui qui les contrôle domine les flux de marchandises, d'énergie et de présence militaire. C'est le cœur de la stratégie impériale. Maîtriser les voies maritimes, c'est maîtriser le monde. C'est pourquoi les grandes puissances investissent des sommes colossales pour influencer ou sécuriser ces points névralgiques. Prenons l'exemple du détroit d'Ormuz. Si l'Iran décidait un jour de le fermer, cela plongerait l'économie mondiale dans le chaos. Le volume de pétrole et de marchandises qui transitent par ce seul détroit est gigantesque. Ce contrôle donne un pouvoir énorme et engendre une fragilité systémique. C'est donc dans cette logique que s'inscrit l'ambition chinoise. Il ne s'agit pas seulement de construire, mais de se positionner stratégiquement. Comprendre cela, c'est décoder la vraie partie d'échec mondial qui se joue sous nos yeux. Pour décrypter les tensions mondiales actuelles, il faut remonter aux véritables origines de la Première Guerre mondiale. Pas celle racontée dans les manuels, mais la lutte géopolitique profonde qui en est la cause réelle. Contrairement à la croyance populaire, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand n'a pas été la cause principale de la guerre. Il n'a fait qu'allumer la mèche d'un baril de poudre déjà prêt à exploser. Le véritable affrontement opposait la puissance industrielle montante de l'Allemagne à l'hégémonie maritime établie de l'Empire britannique. La Grande-Bretagne percevait l'unification allemande et son essor économique comme une menace directe à sa domination globale, surtout sur les mers. À cette époque, contrôler les océans équivalait à contrôler le monde. La marine britannique était le joyau de l'Empire, le rempart contre Napoléon et le garant d'un réseau mondial de commerce, de colonies, de ressources et d'influence financière. Les mers formaient les autoroutes de la domination impériale. Cette logique demeure encore aujourd'hui. Seule la superpuissance a changé de nom. Désormais, ce rôle maritime revient aux États-Unis. L'histoire est limpide. Chaque fois qu'une nouvelle puissance menace de modifier l'ordre établi, surtout par le biais d'un développement stratégique ou industriel, la puissance dominante réagit, parfois par la guerre. Et aujourd'hui, certains perçoivent la Chine comme l'Allemagne d'hier, une puissance en pleine ascension qui remet en question l'ordre établi. Les empires changent de visage, mais les stratégies perdurent. Les outils de contrôle de l'Empire britannique au début du XXe siècle rappellent fortement ceux utilisés par le système occidental actuel. À l'époque, l'Empire britannique n'était pas seulement une nation, c'était un réseau. Il fonctionnait à travers des routes commerciales, des institutions bancaires, des sociétés privées et une force militaire, surtout navale. L'exemple emblématique était la British East India Company, une entreprise privée agissant avec un pouvoir impérial. Aujourd'hui, le système mondial repose aussi sur des consortiums maritimes, des financiers internationaux et des forces privées opérant sous la protection d'une puissance dominante. Ce pouvoir se transmet de génération en génération, des élites de la City de Londres aux maîtres de Wall Street. Leur mission ne change pas, façonner le monde à leur avantage et préserver leur position. Dans cette perspective, l'ascension de puissances comme la Chine ou l'alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est perçue comme une menace directe pour l'ordre établi. Ce n'est pas seulement une remise en question économique, c'est une contestation du système de pouvoir fondé sur la domination, la fragmentation et l'asymétrie stratégique. Comprendre cette continuité historique est essentiel. Ce que l'on perçoit aujourd'hui comme de simples tensions commerciales ou diplomatiques masque en réalité une stratégie impériale qui a simplement changé de forme, sans jamais disparaître. Pour ceux qui défendent le système mondial actuel, l'émergence d'une alliance alternative comme les BRICS est profondément inquiétante. Car les BRICS représentent bien plus qu'un simple partenariat économique. Ils incarnent un défi géopolitique global. Pourquoi? Parce que la force des empires traditionnels repose sur un monde divisé. Leur devise a toujours été « diviser pour mieux régner ». Un Sud global fragmenté par les frontières, les ethnies, les idéologies ou même les modèles familiaux
est plus facile à contrôler et à exploiter. Mais les BRIC défient cette logique. Ils misent sur l'unité des pays en développement. Ils contestent les monopoles du commerce, de la finance et de la technologie détenus depuis longtemps par l'Occident. Leur simple existence est déjà un acte de résistance à un système qui a toujours œuvré à maintenir les nations dans la dépendance et l'isolement. Autrement dit, les BRIC ne sont pas qu'un groupe économique émerge. Ils symbolisent un rejet du vieux scénario impérial. Et pour les puissances en place, tout mouvement visant à unir la périphérie du monde est vu non comme une concurrence, mais comme une menace. C'est pourquoi la Chine, en tant que figure centrale des BRIC, fait de plus en plus l'objet de critiques dans les médias internationaux. Le système en place réagit à un changement qu'il ne peut plus ignorer. Une des tactiques les plus anciennes et les plus efficaces de l'impérialisme est la stratégie de division. Elle ne vise pas seulement à séparer les peuples, mais à les empêcher de devenir suffisamment forts pour remettre en cause l'ordre établi. Cette méthode a été appliquée à de nombreuses reprises. En Afrique, par exemple, les puissances coloniales ont délibérément brisé les équilibres tribaux. Elles ont séparé les peuples alliés, forcé des groupes rivaux à coexister dans des frontières artificielles, tout cela dans le but de provoquer des tensions internes. Une Afrique unie aurait été trop puissante pour être contrôlée. La division est donc devenue une politique systématique. Mais cette stratégie ne s'arrête pas aux nations. Elle s'étend également aux familles et aux communautés. De nos jours, on observe des efforts ciblés pour affaiblir les structures familiales, décourager la natalité et affaiblir les liens intergénérationnels. Pourquoi ? Parce que des familles solides construisent des sociétés solides. Et les sociétés fortes résistent à la domination extérieure. Quand les individus sont isolés, désunis, méfiants les uns envers les autres, ils deviennent infiniment plus faciles à manipuler. La division affaiblit. L'unité renforce. C'est pour cela que le maintien d'une société mondiale fragmentée est essentiel pour ceux qui profitent de l'ordre impérial en place. Il ne s'agit pas seulement de frontières ou de croyances, c'est une forme d'ingénierie sociale, orchestrée via les médias, la propagande et l'influence institutionnelle, visant à maintenir les peuples séparés, distraits et contrôlables. Comprendre cela permet de saisir un principe fondamental du pouvoir mondial. Diviser pour mieux régner, que ce soit par la politique, la race, la classe sociale ou même au sein des foyers. Les empires ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Ils s'usent lentement, de l'intérieur. Et l'un des premiers signes de ce déclin est la division interne. Comme l'explique Ray Dalio dans Principe pour s'adapter à l'ordre mondial en mutation, un schéma récurrent dans l'histoire est que les empires commencent à sombrer lorsqu'ils se fissurent de l'intérieur. Polarisation, agitation sociale, conflits idéologiques et délitement culturel sont autant de symptômes d'un empire qui perd sa cohésion. Ces divisions ne sont pas toujours naturelles. Elles sont souvent le fruit d'une manipulation orchestrée par les élites, notamment via les médias et la désinformation. L'instabilité sociale peut être provoquée délibérément. Pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir alimenteraient-ils la division dans leur propre système ? Parce qu'une société fragmentée est bien plus simple à gérer. Au lieu de pointer les vrais centres de pouvoir, la population est occupée à s'opposer à elle-même, sur le plan politique, social, culturel. C'est une distraction utile au maintien du système. Mais ce jeu a un prix. Lorsque les divisions deviennent trop profondes, lorsque la confiance disparaît, la structure interne se désagrège. Et c'est là que commence réellement la chute d'un empire. À travers l'histoire moderne, la mer a toujours été le canal principal de l'empire. Non seulement pour le commerce, mais aussi pour la puissance et le profit. Les empires, en particulier l'Empire britannique, ont bâti leur suprématie grâce aux routes maritimes, extrayant des ressources de leurs colonies, transportant des matières premières et étendant leur influence militaire et économique dans le monde entier. Aujourd'hui encore, ce modèle perdure. La maîtrise des océans demeure le fondement de la domination mondiale. Les mers ne sont pas des zones neutres. Elles sont surveillées, protégées et utilisées comme levier de pouvoir. Celui qui contrôle les océans contrôle les flux d'énergie, de biens et d'idées. C'est pourquoi le développement d'infrastructures dans d'autres nations est perçu comme une menace par les puissances dominantes. Lorsqu'un pays commence à bâtir ses propres routes, à exploiter ses ressources ou à créer des corridors commerciaux indépendants, il s'affranchit peu à peu de la dépendance. Et cela ébranle la rentabilité et le contrôle stratégique des empires maritimes. L'objectif principal devient alors clair, empêcher les autres nations de progresser. Il ne s'agit pas simplement de garder une avance, il faut que les autres restent en arrière. Le développement doit être encadré, limité ou détourné afin de maintenir la hiérarchie mondiale. Dans ce contexte, le sous-développement n'est pas une fatalité, c'est une tactique. Les interventions extérieures, l'instabilité provoquée et l'exploitation économique sont des moyens délibérés pour maintenir les routes terrestres inachevées, les industries fragiles et la dépendance aux monopoles maritimes.
L'une des doctrines fondamentales de cette stratégie impériale est l'équilibre des puissances, c'est-à-dire veiller à ce qu'aucune nation ne devienne suffisamment forte pour défier l'ordre existant. Dès qu'un pays entame une ascension rapide, qu'il gagne en autonomie économique, en cohésion nationale et en puissance stratégique, il est immédiatement désigné comme une menace. Face à cela, les puissances dominantes réagissent souvent en déclenchant des conflits indirects, dits conflits par procuration. Plutôt que de s'attaquer directement à la puissance montante, elles soutiennent des pays voisins ou des factions internes pour l'affaiblir ou la déstabiliser. L'objectif est clair, stopper l'ascension avant qu'elle ne devienne incontrôlable. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'Allemagne au début du XXe siècle. Alors que le pays gagnait en puissance industrielle, en unité nationale et en influence internationale, il s'est retrouvé au cœur de 2 guerres mondiales, chacune servant à freiner son ascension. Ces conflits n'étaient pas uniquement des réactions à des actes d'agression, ils étaient des mesures préventives visant à préserver la hiérarchie mondiale en place. Et cette logique se répète aujourd'hui. Lorsqu'une nation commence à s'éloigner de l'orbite du pouvoir établi, elle se retrouve fréquemment confrontée à des tensions, des sanctions économiques ou même des conflits. Qu'il s'agisse de pression diplomatique ou d'encerclement militaire, le système agit pour rétablir l'équilibre, non pas en faveur de la justice, mais du contrôle. Dans cette optique, la paix mondiale n'est pas assurée par la coopération, mais par la limitation stratégique de tout concurrent potentiel. L'histoire de l'Allemagne au XXe siècle est celle d'un essor fulgurant suivi d'une répression sévère. Au sommet de son développement industriel et géopolitique, elle représentait une menace majeure pour l'ordre mondial, en particulier pour l'élite maritime anglo-saxonne qui dominait le commerce et les institutions internationales. Pour ces élites, l'Allemagne devait être stoppée. 2 guerres mondiales ont donc été déclenchées, non seulement pour contrer ses ambitions militaires, mais surtout pour empêcher qu'elle ne devienne une puissance globale. Après la Première Guerre mondiale, sous le commandement du général Ludendorff, l'Allemagne a été soumise à des réparations écrasantes qui ont ravagé son économie. La République de Weimar, fragile et humiliée, en a résulté un terrain fertile pour de nouveaux conflits. La Seconde Guerre mondiale a ensuite renforcé l'objectif, empêcher l'Allemagne d'accéder au statut d'empire. Mais au-delà des horreurs bien connues de cette période, il y avait une stratégie plus profonde, celle qui considérait l'unité allemande, son industrialisation et son ambition comme inacceptables. Le monde ne combattait pas seulement une idéologie, il combattait un potentiel. Et aujourd'hui, une comparaison claire s'impose. La Chine est en train d'être désignée comme la Nouvelle Allemagne. Tout comme l'Allemagne représentait jadis une remise en cause de l'ordre établi, la Chine est aujourd'hui dans la ligne de mire des grandes puissances. La méthode reste la même, isoler ses alliés, bâtir un consensus mondial contre elle et la présenter comme une menace centrale à la paix et à la stabilité. Ce n'est pas seulement une question d'idéologie ou d'économie. Il s'agit de prévenir un basculement du pouvoir mondial, par tous les moyens possibles. Un schéma familier commence à apparaître, la diabolisation progressive de la Chine à l'échelle mondiale. Alors que les tensions géopolitiques augmentent, un récit soigneusement construit dépeint Pékin comme le nouveau coupable universel, accusé de tous les maux, des crises sanitaires aux manipulations électorales, en passant par ses alliances stratégiques avec des nations controversées. Selon ce récit émerge, la Chine serait responsable de la pandémie mondiale, de prétendues interférences lors de l'élection présidentielle américaine de 2020 et de son soutien affiché à des États comme l'Iran. Ces accusations ne sont pas isolées. Elles participent à un effort global visant à former un front diplomatique et moralement justifiable contre Pékin. Cette tactique n'est pas nouvelle. Avant tout affrontement majeur, la cible doit d'abord être marginalisée sur la scène internationale et condamnée sur le plan éthique. En désignant la Chine comme un danger pour la stabilité mondiale, on prépare les esprits à l'idée d'un conflit plus vaste. L'objectif final ? Retourner l'opinion publique et les alliances internationales contre la Chine de manière si totale que toute action, qu'elle soit économique, politique ou militaire, soit perçue comme légitime. Nous assistons à la montée d'un nouveau type de guerre, une guerre narrative. Elle ne se livre pas avec des armes, mais avec des unes de journaux, des discours officiels et des accusations ciblées. Une fois que l'image globale de la Chine aura été suffisamment dégradée, une nouvelle phase pourrait s'ouvrir, celle d'une confrontation directe pour la domination mondiale. D'après l'analyse présentée, le monde semble se diriger vers une nouvelle confrontation mondiale, ce que certains considèrent déjà comme une troisième guerre mondiale. Mais contrairement aux précédentes, celle-ci ne débuterait pas par un événement spectaculaire. Elle s'intensifierait progressivement, avec un épicentre initial au Moyen-Orient, avant de se tourner résolument vers la Chine. Les premières étapes sont déjà visibles, instabilité régionale, alliance stratégique, montée des tensions. Mais selon le document, le point de bascule viendra au moment où la communauté internationale se liguera ouvertement contre Pékin. Pour justifier cela, il faudra d'abord affaiblir ces alliances,
puis convaincre l'opinion publique que la Chine est la source principale de désordre, le nouveau épouvantail mondial. L'intervenant qualifie cela de « moment Mandinard », une sorte d'avertissement prophétique. Il invite les spectateurs à se souvenir de cette prévision. Pékin sera progressivement isolé et blâmé sur la scène internationale, ce qui mènera à une confrontation qui pourrait rappeler les grands conflits du XXe siècle. Et si ce scénario se concrétise, ce ne sera pas un accident. Ce sera le fruit d'une planification minutieuse, d'une propagande stratégique et de projets géopolitiques mûrement réfléchis, tout comme ce fut le cas pour l'Allemagne. Après la guerre civile américaine, une nouvelle stratégie s'est dessinée, une menace directe à l'empire maritime britannique, l'expansion des réseaux ferroviaires continentaux. Les États-Unis, la Russie et plusieurs nations asiatiques se sont mis à développer leur infrastructure terrestre pour réduire leur dépendance aux mers et ainsi affaiblir le monopole britannique sur le commerce mondial. Ces projets de chemins de fer transcontinentaux offraient une alternative terrestre aux routes maritimes dominées par la Royal Navy. Ce tournant mettait en péril le modèle impérial fondé sur le contrôle des passages océaniques et des voies commerciales maritimes. La réaction de l'Empire fut rapide et brutale. Les élites de l'époque, les oligarques qui tiraient leur richesse du contrôle des mers, ont tout fait pour saboter ou éliminer les nations qui osaient investir dans de puissantes infrastructures internes. Ils avaient bien compris que des réseaux ferroviaires robustes pouvaient relier les continents, stimuler les économies et affaiblir à terme la suprématie maritime. Ce que nous voyons aujourd'hui est une répétition moderne de cette même lutte. L'élite mondiale actuelle considère encore les projets d'infrastructures de grande envergure, en particulier ceux qui échappent à l'influence occidentale, comme une menace directe à l'ordre établi. L'objectif demeure: empêcher l'émergence de concurrents capables de sortir du système fondé sur la domination maritime. Ainsi, lorsque des pays investissent dans des chemins de fer, des autoroutes, des réseaux énergétiques ou des câbles à fibres optiques transcontinentaux, ils ne cherchent pas uniquement à progresser, ils défient un héritage impérial enraciné dans le pouvoir naval. Dans le monde d'aujourd'hui, le sous-développement n'est bien souvent pas le fruit du hasard. Il est orchestré. Selon cette conférence, l'une des stratégies fondamentales des grandes puissances est d'empêcher les nations concurrentes d'atteindre l'indépendance infrastructurelle. Dès qu'un pays commence à construire des systèmes locaux solides, réseaux ferroviaires, énergie, couloirs commerciaux, il devient une menace pour l'ordre établi, qui repose sur la fragmentation et la dépendance. Pour freiner cela, les acteurs puissants emploient toute une palette de tactiques. Sanctions, changement de régime, conflits indirects, ingérence politique. L'objectif est clair: retarder ou détruire toute initiative de développement territorial et d'autonomie stratégique. Dans cette optique, le progrès dans le Sud global n'est pas encouragé, il est activement saboté. Les nations qui tentent de se moderniser sont vues comme des menaces non pas pour leurs forces militaires, mais parce qu'elles osent construire des alternatives au système dominé par l'Occident. Une infrastructure robuste, c'est de l'indépendance. Ce sont des routes commerciales qui n'ont plus besoin de passer par les ports occidentaux. C'est une résilience économique qui ne dépend plus des banques étrangères ou des importations. Et pour ceux qui bénéficient du système actuel, c'est inacceptable. Tout mouvement vers l'autosuffisance, en particulier à travers le développement territorial, est donc considéré comme une forme de rébellion. Et il doit être contenu avant de pouvoir inspirer d'autres nations. Au cœur de la stratégie impériale moderne se trouve un principe formulé pour la première fois par l'amiral Alfred Thiers-Mahan dans son ouvrage de 1890, The Influence of Sea Power upon History. Mahan y affirmait que la maîtrise des mers équivalait à la domination mondiale, une doctrine devenue l'un des piliers de la stratégie américaine. Cette idée a traversé les époques. Aujourd'hui encore, les grandes puissances, en particulier les États-Unis, fondent leur politique étrangère sur la protection et l'expansion de leur contrôle maritime. La logique est simple: celui qui contrôle les routes maritimes, les couloirs de navigation et les points de passage stratégiques, contrôle le commerce mondial, peut influencer les conflits et projeter sa puissance dans des régions éloignées. C'est pourquoi la suprématie navale n'est pas simplement un objectif militaire, c'est une nécessité géopolitique. C'est également ce qui explique pourquoi les infrastructures terrestres, telles que l'initiative des nouvelles routes de la soie menée par la Chine, sont perçues comme une menace existentielle. Les chemins de fer, les pipelines, les réseaux numériques contournent les routes maritimes sous domination anglo-américaine. La doctrine de Mahan reste d'actualité car sa formule est toujours efficace. La puissance maritime donne accès au pouvoir mondial. Toute tentative de contourner cette domination navale, par la technologie, la diplomatie ou les infrastructures, est perçue comme une attaque contre l'ordre établi. Selon la conférence, la stratégie globale des États-Unis repose sur 3 piliers fondamentaux: protéger les routes maritimes, extraire les ressources étrangères et saboter le développement terrestre des nations rivales. Cette approche n'est pas guidée par des valeurs morales, mais par une logique de nécessité stratégique.
L'élite anglo-américaine, bien qu'éloignée géographiquement du cœur eurasien, conserve son hégémonie grâce à un immense réseau de bases militaires, de flottes navales et de domination économique. Comme les empires coloniaux d'autrefois, cet empire n'est pas fondé sur l'exemplarité, mais sur la force, surtout navale. Une préoccupation majeure évoquée est que, malgré sa flotte puissante, les États-Unis voient la Chine les dépasser rapidement dans le domaine de la construction navale. Pékin ne se contente pas d'élargir sa flotte militaire, elle s'assure aussi que ses navires commerciaux soient conçus pour être convertibles à des usages militaires en cas de conflit. En Chine, même les chantiers navals civils sont soumis à des lois les obligeant à intégrer des normes compatibles avec la défense nationale. Cette capacité duale constitue un atout stratégique majeur. Ainsi, la Chine peut accroître sa puissance maritime bien au-delà de ce que permettent les moyens occidentaux actuels. Et cela redéfinit les règles du jeu. En résumé, les mers ne sont plus, pour la Chine, de simples voies commerciales. Elles sont devenues un champ de bataille potentiel. L'initiative des nouvelles routes de la soie est bien plus qu'un projet d'infrastructure. Elle est un défi frontal à l'ordre mondial dominé par l'Occident, fondé sur la domination maritime et les règles imposées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En créant des routes terrestres puissantes, des réseaux numériques, des corridors énergétiques et des chemins de fer transcontinentaux, la Chine construit un nouveau type de connectivité globale, qui contourne les gardiens habituels de l'ordre établi. Pour l'Occident, ce n'est pas juste une concurrence économique. C'est un acte d'insubordination. La question est désormais posée. Le monde est-il prêt à accepter un nouvel ordre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette analyse vous a interpellé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez-la avec ceux qui doivent entendre ce message. Et abonnez-vous, d'autres révélations vous attendent dans les prochains épisodes. Votre soutien permet à ce contenu d'exister. Restez curieux, et à très bientôt.